Afrique des libertés, bonsoir. Je vous salue. Nous sommes le lundi 19 décembre 2022 sur la terre des hommes. Pourquoi l'Afrique se réjouit et ne se réjouit pas en même temps de la défaite de l'équipe de France de football à la finale de la Coupe du Monde au Qatar? Je voudrais vous dire quelques mots d'un phénomène curieux que j'ai observé en analysant les opinions africaines. Je vous salue à travers le continent africain. Je vous salue à travers l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Je vous salue à travers les îles. Je laisse la Mama Africa, Aïcha Kone, ouvrir le chemin de cette petite conversation du soir. Pourquoi l'Afrique se réjouit et ne se réjouit pas à la fois de la défaite de la France à la finale de la Coupe du Monde au Qatar? Qu'est-ce qui explique l'ambiguïté, l'ambivalence de l'opinion africaine devant la défaite de la France? L'analyse politique doit s'intéresser à ce phénomène curieux. Je te salue, où que tu sois dans le monde. Téché Kourler, Bessekou, depuis Istanbul. Je vous salue, mes amis. Mbotenayo, Bob Raphaël, Chimbumbe. Bara Allah Aïta. Aouniche, Meyega Beboasso. Mbote Nabino. Pourquoi l'Afrique se réjouit-elle et en même temps ne se réjouit-elle pas de la défaite de la France à la finale de la Coupe du Monde au Qatar? C'est un phénomène curieux et intéressant. Je vais bien, mes amis. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors, appuyez sur le pouce levé sous la présente vidéo et partagez-la pour la protéger. Ne me laissez pas affronter les machines ennemies tout seul, car quand je me connecte, l'ennemi se connecte pour m'empêcher de parler. Mbolo, 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 mbote. Salam alaikum. Bismillah. Aoniche. Qu'est-ce qui explique l'ambiguïté des Africains? Qu'est-ce qui explique à la fois la joie et la tristesse des Africains après la défaite de la France à la finale de la Coupe du Monde? Je voudrais m'y pencher en tant qu'analyste politique et observateur de l'Afrique des libertés. Je vous salue, Eugène Kofi, Serge Karel, Donassi Yeo, Alex Kinda. Je vous salue, Emmanuel Aessidi Petou. Je vous salue, mes chers amis. Peggy. Et voilà mon cher doctorant Nda Serge, le juriste en herbe, le juriste qui monte en puissance. Mes amitiés à tous. Andoksa Nana Moussa, Andoli Music Man, à Aruna Noni, à Dorothée Fandjinou, à Raphaël Mouele, à Congolo, à Michael Peter et à toute la Guadeloupe. Jolon Petit, Patricia Digbo, fidèle parmi les fidèles. Bon, mes chers amis, nous sommes le lendemain de la défaite de l'équipe de France de football à la finale de la Coupe du Monde 2022. Je voudrais vous faire part ici de quelques réflexions sur des phénomènes que j'ai observés. Un phénomène curieux que j'ai observé. À travers les opinions africaines, j'ai observé un phénomène ambigu.
l'opinion africaine est à la fois contente et pas contente. Et elle est à la fois joyeuse et triste. Après la défaite de la France à la finale de la Coupe du monde de football. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui peut expliquer cette ambiguïté de l'opinion africaine? On pourrait s'attendre à ce que, en raison de la politique africaine de la France, l'opinion africaine soit globalement revancharde, que l'opinion africaine soit globalement secrètement heureuse de la défaite de l'équipe nationale de football française à la finale de la Coupe du monde. Mais ce n'est pas ce que l'on observe. Alors qu'on nous a rebattu les oreilles depuis plusieurs années avec le mythe du sentiment anti-français, le sentiment anti-français, le sentiment anti-français, le sentiment anti-français, eh bien, les Africains, globalement, sont dans l'ambiguïté. Ils sont à la fois contents et pas contents de la défaite de l'équipe nationale de France à la finale de la Coupe du monde. Et le philosophe que je suis est à l'affût de ce type de phénomène curieux, étrange. Ça me rappelle une anecdote à propos d'un philosophe allemand qui a élaboré sa théorie de la société en observant ce qui se passait un jour en plein hiver. Il s'appelle Arthur Schopenhauer. Schopenhauer se promenait en plein hiver, quelque part pas loin d'ici, en Allemagne. Et il a observé un étrange manège d'un troupeau de porcs épics. Les porcs épics en plein hiver, un troupeau. Tantôt, les porcs épics se collaient les uns aux autres, et puis tantôt, ils s'éloignaient brusquement les uns des autres. Et ils recommençaient par plusieurs fois cet étrange manège fait d'agglutinement et de séparation brutale. Le philosophe Schopenhauer se demanda pourquoi les porcs épics en plein hiver, en Allemagne, se comportaient de cette façon, dans cette plaine où sa méditation l'avait conduit à la contemplation. Schopenhauer découvrit que si les porcs épics ont tendance à s'agglutiner, à s'attrouper, à se resserrer, c'est parce qu'il faisait très froid et qu'on était en plein hiver. C'était pour se réchauffer. Donc, c'était pour satisfaire leurs besoins que ces animaux s'attroupaient, se resserraient les uns les autres pour augmenter la chaleur et en quelque sorte faire face à la rigueur de l'hiver. Mais Schopenhauer se demanda, mais pourquoi après avoir resserré leurs rangs, pourquoi après s'être collés les uns aux autres, pourquoi tout d'un coup les porcs épics se séparent? Schopenhauer trouva aussi l'explication. Ils se séparent parce que le corps des porcs épics a des piquants. Et quand ils se collent et qu'ils se serrent de très près, ces piquants piquent les uns les autres et, en quelque sorte, les indisposent. Donc, ils se rapprochaient pour se réchauffer, mais ils s'éloignaient aussitôt parce que leur piquant les désobligeait. Et Schopenhauer, qui a vécu au XIXe siècle en Allemagne, ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a dit, le comportement de ce troupeau de porcs épics est tout à fait comparable au comportement des êtres humains. Quand vous voyez les êtres humains qui se mettent ensemble, c'est parce qu'ils ont besoin les uns des autres. C'est parce qu'ils ont besoin de se réchauffer, un peu comme ces porcs épics de la métaphore de Schopenhauer. C'est parce que pour avoir une baguette, je dois aller voir la boulangère. Pour avoir une éducation pour mon enfant, je dois aller voir le professeur. Pour avoir un voyage en avion, je dois aller voir l'aéroport, le pilote. Bref, en fait, les besoins rapprochent les êtres humains. Mais qu'est-ce qui, selon Schopenhauer, éloigne les êtres humains? C'est la rivalité entre leurs désirs. Quand les êtres humains se mettent à désirer les mêmes choses, en même temps, une concurrence naît entre eux qui fait que, eh bien, ils s'éloignent les uns des autres parce que la concurrence commence, et cette concurrence qui commence dans la rivalité, dans la jalousie, peut même finir dans la guerre. Schopenhauer peut conclure son morceau de philosophie en disant que les besoins rapprochent les êtres humains, mais les désirs les éloignent. Les besoins font que nous sommes dépendants les uns les autres, nous sommes interdépendants. Nous avons tendance à aller les uns vers les autres pour satisfaire nos besoins, mais les désirs, c'est-à-dire la volonté de puissance, sont la source principale des rivalités entre les hommes, et ce sont les désirs qui bien souvent éloignent les hommes. Car les désirs les poussent à rivaliser les uns
envers les autres et à vouloir se dominer. Bon, cette anecdote philosophique d'Arthur Schopenhauer, philosophe de l'Allemagne, peut nous aider à comprendre le comportement de l'opinion africaine devant la défaite de l'équipe de football de France au Qatar. Commençons par examiner le comportement positif. Qu'est-ce qui pousse les Africains à avoir une certaine compassion pour l'équipe de France? Qu'est-ce qui rattache les Africains à l'équipe de France? C'est très simple. L'équipe de France est composée l'équipe de France de football est composée à 90% de descendants de l'immigration africaine de France. Je recommence la raison. C'est pas compliqué. Les Africains ont du mal avec l'équipe de France. Ils ont du mal à être durs et méchants avec l'équipe de France parce que l'équipe de France est composée à presque 90%. Et même, à un moment donné, hier sur le terrain, l'équipe de France était composée à 99% de descendants d'Africains. Avouez que c'est difficile de détester une équipe qui vous ressemble. C'est ce qu'on appelle l'effet de miroir. Vous voyez à l'attaque, il y a Mbappé, il y a Kolomani, il y a Coman. Vous voyez au milieu, il y a Tchouameni, il y a... vous voyez derrière, il y a... comment il s'appelle? Donnez-moi leur nom. L'équipe de France, à un moment donné, c'était 10 joueurs noirs sur le terrain et un gardien blanc. Donc, les Africains qui ont des comptes à régler avec la France négrière, avec la France coloniale, avec la France impérialiste, avec la France qui est au cœur de toutes les intrigues, au Mali, au Burkina, en Afrique francophone. Les Africains ont du mal à taper sur l'équipe de France parce que l'équipe de France est l'une des institutions les plus africaines de France. En raison du talent. Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils ont été sélectionnés. C'est en raison du talent de ces joueurs. C'est parce que ce sont les joueurs de football les plus talentueux des championnats de France et d'Europe. Ce sont les joueurs français les plus talentueux que ces Africains-là composent 99% de l'équipe de France. Il ne faut pas vous tromper déjà au niveau de l'analyse. Ils ne sont pas en équipe de France parce qu'ils sont africains. Non, ils sont en équipe de France parce qu'ils sont les meilleurs footballeurs de France et d'Europe. Vous avez compris? C'est par leurs compétences qu'ils y sont, non pas par la couleur de leur peau. Parce qu'au moment même où eux, ils sont en train de jouer pour la France, il y a plein de Dembélé, plein de Mbappé, il y a plein de Kolomani et consorts qui sont dans les centres de rétention pour être expulsés de France. Il y a plein de Mbappé, il y a plein de Dembélé, il y a plein de Thuram qui sont traqués à travers la France par des racistes institutionnels qui ne veulent pas leur permettre de réaliser leur pleine intégration dans ce pays. Donc, commençons par comprendre pourquoi les Africains ont de la compassion pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, eh bien, lors du mondial du Qatar, était en fait la plus africaine des équipes non africaines. La plus africaine des équipes non africaines, c'était l'équipe de France. Et vous trouverez exactement le même sentiment ambigu des Africains quand ils jouent contre l'équipe du Brésil. J'espère que vous avez remarqué que les Africains aiment l'équipe du Brésil et en même temps les Africains détestent l'équipe du Brésil. Les Africains aiment bien qu'une équipe africaine batte le Brésil. Mais quand le Brésil joue contre une équipe non africaine, les Africains supportent le Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil est composé, l'équipe du Brésil est composée à plus de 90% d'Africains. Vous comprenez? Voilà la première raison. Voilà la difficulté des Africains. C'est-à-dire que les Africains regardaient la finale d'hier. Quand les Argentins marquent, les Africains disent « Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. » Mais en même temps, quand ils voient Mbappé qui est triste, quand ils voient Kolomani qui est triste, quand ils voient Tchouameni qui n'est pas content, les Africains disent « Non, les gars là vont égaliser. On sent que les gars là vont égaliser. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. » Donc, j'ai eu des vidéos à travers toute l'Afrique. On marque un but contre la France, les Africains applaudissent. Ils disent c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour eux. Quand Mbappé égalise, les mêmes qui ont dit c'est bien fait pour eux, ils crient, ils sont heureux. C'est formidable. C'était la schizophrénie totale sur le continent. Hier. Les gens applaudissaient les buts des deux camps. Messi marque,
Les Africains disent c'est bien fait pour la France. Mbappé égalise. Les Africains disent c'est bien fait pour la France. Donc hier, en fait, il faut que vous compreniez que le lien qui rattache les opinions africaines à l'équipe de football de France est un lien historique. Parce que les Africains sont les meilleurs footballeurs de France et ils font partie des meilleurs footballeurs d'Europe, sans doute aussi des meilleurs du monde, eh bien, voilà qu'ils se retrouvent à 90 voire 98% composant l'équipe de France, rendant difficile la colère politique des Africains envers la France. Voilà la raison. Moi, j'ai regardé quelques séquences du match hier et j'ai compris l'état dans lequel se trouvaient les Africains. Parce que quand vous regardez le but d'égalisation, le troisième but d'égalisation de Mbappé, wallahi billahi talahi, ça ressemble au but que, comment il s'appelle, le Camerounais Vincent Aboubakar a marqué. Il n'y a rien à faire. Devant un but comme ça, même si tu as des raisons politiques d'être en colère, etc., tu es obligé d'être d'accord. Kylian Mbappé a porté l'équipe de France sur son dos. En première mi-temps, l'équipe de France ne valait rien. Pendant toute la première mi-temps du match, elle ne valait rien. En deuxième mi-temps, Kylian Mbappé a pris l'équipe de France, l'a portée sur son dos. Et par 3 fois, a ramené l'équipe de France à niveau. Et c'était la fierté des Africains de France, des Africains d'Afrique et des Africains du monde. Il n'y a rien à faire. Tu as beau avoir des opinions critiques envers la politique africaine de la France, quand tu regardes le travail que Mbappé a battu sur le terrain, quand tu regardes le travail que Kolo Muani a battu sur le terrain, il y a un défenseur là, comment il s'appelle? Upako Mano. Son nom n'est même pas encore resté dans ma tête, tellement je ne regarde pas trop leur match. Upako Mano. Quand tu vois comment cet enfant-là taclait là-bas derrière pour empêcher l'équipe de France de prendre un carton de but. Quand tu vois comment Varane a joué jusqu'à ce que Raphaël Varane a joué jusqu'à un moment donné, il n'avait plus rien dans le ventre. Il risquait de cracher ses intestins. Il risquait de cracher ses tripes. Quand on a remplacé Varane, c'est comme si on l'avait sauvé de la mort. Parce que l'enfant a joué jusqu'à ne plus avoir un corps physique. Upamecano. Merci mes amis. Donc quand ces gars-là étaient en train de jouer, tu as beau faire en tant qu'Africain, tu es obligé de les supporter. Je comprends. Et il faut que les Africains, on se comprenne bien. Ils ont tout donné. Maintenant, je passe à l'autre aspect de l'affaire. Pourquoi les Africains étaient contents de la défaite? Parce que les Africains étaient fâchés de la défaite. Hein. Mais ils étaient fâchés de la défaite pour les Africains de l'équipe de France. Pas pour la France. Je recommence. Ce qui a frustré les Africains de la défaite de l'équipe de France, ce n'est pas que la France ait perdu, mais c'est que les Africains de l'équipe de France aient perdu. Ça leur faisait mal. Et j'ai consulté mon propre cœur. Et j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu que Kylian Mbappé, qui a remonté 3 buts, a quand même perdu la finale. J'ai eu mal pour lui. Et je me suis dit, je le comprends. Parce que ça me rappelle tellement d'Africains qui, dans ce pays, la France, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ont souffert pour faire plaisir, pour montrer que nous voulions faire une humanité ensemble. Mbappé c'était un tirailleur sénégalais sur le terrain. Oui! Il a porté l'équipe sur son dos. Avec les Upamecano. Avec les Kolo Muani. Ils ont porté l'équipe sur leur dos. Avec les Coman. Regardez comment Coman est entré. Il est entré comme s'il souffrait de rage. Mes chers amis. Côté YouTube, s'il vous plaît, partagez suffisamment et appuyez sous la vidéo. Nous sommes menacés. On essaie de nous empêcher d'aller au bout de cette analyse. Maintenant, je voudrais regarder le deuxième côté. Mes amis, côté YouTube, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo. Nous sommes attaqués. Et apparemment, on n'a pas fait assez de partage côté YouTube. Et voilà pourquoi nous risquons d'être empêchés. Pareillement, côté Facebook, vous êtes près de 2000 personnes en direct. S'il vous plaît, partagez et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Augmentez, s'il vous plaît, le nombre de machines qui nous soutiennent. Ne soyons pas passifs. Si nous sommes passifs, je serai empêché. Et je ne suis pas en détention de mes meilleurs moyens de communication.
en ce moment. Donc, je n'ai pas mes machines les plus puissantes. C'est vous qui faites ma force. Donc, s'il vous plaît, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et puis faites au moins un partage sur vos réseaux. Je passe à la deuxième raison. Maintenant, pourquoi les Africains étaient contents? D'abord, les Africains sont contents parce que c'est en quelque sorte humain de se dire une puissance qui continue à encercler l'Afrique avec 12 000 soldats, une puissance qui continue à exploiter l'Afrique avec le franc CFA, une puissance qui continue à soutenir les pires dictateurs africains, une puissance qui continue la répression culturelle de l'Afrique. Ben, il est difficile pour des Africains cultivés, politisés, d'être fans et de partager les bonheurs de cette puissance. C'est humain, ça on peut le comprendre. Ça c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison sur laquelle moi je voulais revenir ce soir. Ce qui a davantage poussé les Africains à souhaiter la défaite de l'équipe de France hier, c'est la présence du président français Emmanuel Macron. Je recommence. Ce qui a davantage poussé les Africains à souhaiter la défaite de l'équipe de France hier, c'est la présence du président français Emmanuel Macron. Parce que tout le monde a bien vu que M. Macron s'était déplacé au Qatar pour récupérer politiquement la victoire. C'est-à-dire que l'équipe de France, c'est-à-dire les Africains de France, vont galoper, gambader, ils vont se dépatouiller, ils vont crapahuter sur le terrain. Et puis, il y a un président qui est là, qui est venu au Qatar pour récupérer la victoire et rentrer avec la victoire pour en faire un usage politique en France. Et dire que lui, vous voyez, il a toujours gagné toutes les Coupes du Monde depuis qu'il est président, qu'il est un porte-bonheur, bref, que lui, il gagne toujours. Or, ce n'est pas lui qui court sur le terrain. Donc, ce qui a en particulier plu aux Africains, c'est que M. Macron, après avoir espéré gagner, perd. Et là, j'ai lu un nombre de commentaires incalculables, ciblant le président français, ciblant Emmanuel Macron, pour dire que, en fait, la seule raison pour laquelle cette défaite fait du bien, c'est que lui, il en est pris pour son compte. Il en est eu pour son compte. Donc, en fait, on peut dire que, d'un point de vue communicationnel, c'est une erreur. C'est même une faute qu'il a commise de se déplacer au Qatar. Ça me rappelle une anecdote. Moi, je suis le roi des anecdotes parce que j'ai une bonne mémoire des affaires. En 1995, je vivais en Côte d'Ivoire. En décembre 1995, c'était encore un mois de décembre, comme celui-ci. Mes frères et amis, les membres de ma famille et de ma belle famille, qui sont des supporters de la SEC, se souviennent de ce dont je vais parler. C'était le match retour de la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions entre la SEC Mimosa d'Abidjan, Côte d'Ivoire et Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Ce match est un match historique parce que, à l'aller, la Côte d'Ivoire avait fait un match nul, genre 2-2, eh bien, en Afrique du Sud, et il suffisait d'un 0-0 à Abidjan pour que la SEC Mimosa soit championne d'Afrique des clubs. Moi, en Côte d'Ivoire, le club que je supportais dans les années 90, le club que j'aimais beaucoup parce qu'il me rappelait un club de mon pays natal que j'aime beaucoup, le Canon sportif de Yaoundé. Moi, je supportais l'Africa Sport parce qu'ils ont les mêmes couleurs rouge et vert que les Mekor Mengonda à Yaoundé. Le Canon Pakoum, mon club préféré au Cameroun. Vous voyez, j'ai grandi en Pays Bassa, mais je suis un supporter du Canon. Alors que le grand club du Pays Bassa, c'est la Dynamo Sportive, peuplée. Mais moi, c'est Canon, le grand Canon. Le Canon de Thomas Nkono, d'Aoudo Ibrahim, d'Abega Docteur, hein, le grand Canon de Bida Arantes, hein, le Canon de Nguea et Fengue Jacques, voilà, le grand Canon, quand il y avait du club au Cameroun. Pas ce qu'on voit là actuellement, les tartiflettes. Bon, j'étais à Abidjan et j'ai observé que les supporters de la SEC Mimosa avaient décidé de fêter la victoire avant le match. Ils ont réservé tous les maquis de Côte d'Ivoire. Ils ont loué les maquis, ils ont acheté toutes les boissons des maquis, les agoutis des maquis, tout. Les supporters de la SEC, ils ont tout acheté, tout. Wallahi billahi talahi. Moi, j'habitais à Bobo Avocatier et il y avait une avenue là où j'allais souvent jouer au jeu de dames, au damier. On appelle cette avenue l'avenue Casa. L'avenue là est toujours là. Cette avenue passait devant la maison de mes meilleurs amis. Une famille qui m'a beaucoup aimé, la famille Gebo.
Vous les connaissez, Timothée Gebo, professeur de musique maintenant au Ghana, Josué Gebo, professeur de philosophie à l'université. C'est une famille prodigieuse, les Gebo, sont mes amis. Ils habitaient sur l'avenue Casa. Leur papa dirigeait l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, le doyen Gebo. Et leur maman m'aimait beaucoup. C'était ma mère, la mère Gebo. Et donc, quand je n'étais pas en train de jouer à la guitare avec mes amis les Gebo, j'étais en train de jouer au damier. C'était ça mes deux occupations en dehors du foot, quand je ne suis pas à la fac ou dans les livres de philo, ou en train d'enseigner en cours du soir. Mais les supporters des Mimos ont occupé toute l'avenue. Ils ont acheté par anticipation toute la bière, le vin de palme, parce qu'il y a du vin de palme qui vient sur l'avenue Casa, là, qui est livré là, le vin de palme frais. Ils ont tout acheté d'avance. Astaghfirullah. Nous, les Oye, on n'avait plus rien. On n'avait même pas un coin où s'asseoir. Tout était jaune, jaune et noir partout. Donc, c'était fini. Ils avaient déjà gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. Voilà donc le président Bédié, qui était président de la République d'alors, qui prend l'écharpe de la SEC Mimosa, il met sur son cou et il s'en va au stade soutenir la SEC. Lui, président de la République, en effet, la SEC représentait toute la Côte d'Ivoire, mais le duel habituel entre la SEC et l'Africa était là. C'est pas certain que les supporters de l'Africa voulaient tous que la SEC gagne. Ça, là, c'est vrai aussi. On était là comme ça. On avait les mains attachées comme ça pour dire que les Mimos, s'ils gagnent, on est mort ici au quartier. On ne va même pas respirer. Moi, mon propre bailleur, Abobo Avocatier, paix à son âme, il m'aimait beaucoup aussi. Le doyen Zapsoré Sibidou Suleiman, un grand supporter de la SEC. Il m'avait dit que si la SEC perd, lui, il va me payer choukouya 10 000 francs. 1 litre de vin rouge frais. Que si la SEC perd, là, que je viens le voir, il va me payer ça. Et moi, je lui avais dit, le doyen, si la SEC perd, si la SEC gagne, moi-même, je paye la même chose. Donc, voilà le défi que j'avais posé avec mon bailleur, le doyen Zapsoré. Les Mimos nous ont piétinés pendant 3-4 jours. Ils se vantaient, ils étaient habillés en jaune, ils se promenaient à Abidjan. Dès que tu les saluais, ils disaient, ah non, nous on est champions. Hein. On est champions là. On est champions. Il y avait une telle euphorie, une telle certitude. Il y avait une telle... Il n'y avait même pas de débat. C'était leur coupe. On était fatigués. Nous les Oye, supporters d'Africa Sport. On était assis là, le pied posé sur notre caillou, chacun avec son fétiche en main pour dire, Dieu est grand. Le match là va être joué. Mais le match a eu lieu en décembre 1995. Et on était au-delà de la 80e minute, on était à la 88e minute. Quand deux défenseurs, sur un dégagement anodin, le match était à 0-0. Deux défenseurs de la SEC Mimosa, je me souviendrai toujours des deux. Aka Kwame Lazare. Et puis, Samabo, je ne sais pas ce qu'ils sont allés chercher en l'air pour dégager le ballon tous au même moment. Le libéraux et le stopper sont montés sur le ballon, ils se sont télescopés, ils ont loupé le ballon, ils se sont effondrés. L'attaquant d'Orlando Pirate a mis un petit plat, un plat du pied, un léger plat. Et puis le ballon est allé de manière serpentine, lente, doucement. Il est entré dans les filets. Je crois que c'est Loseni Fofana qui était dans les buts de la SEC ce jour-là. Astaghfirullah, 88e minute. Orlando Pirate 1, ASEC 0. C'était fini. C'était fini. Bana peu. Makabo Mambel, c'est fini. La SEC avait perdu. J'avais eu 10 000 euros de choukouya, 10 000 francs CFA de choukouya avec 1 litre de vin rouge frais. Gagné comme ça, cadeau. Et puis les supporters Mimo. Ah non, ils étaient morts. Les maquis qu'ils avaient achetés, ils avaient réservé du vin, tout, rien. C'était les pleurs. En Côte d'Ivoire, là, nous, quand on perd, là, on pleure bien même.
En Côte d'Ivoire, on n'a pas honte de pleurer après la défaite. C'est la seule façon de supporter la douleur. Il y avait des supporters assis comme ça dans la poussière. Des pères de famille. Ils s'assoient même le sol et puis ils pleurent la défaite. Bon, c'était pas fini là. Hein. Il y a un journaliste, paix à son âme, aujourd'hui il est dans la tombe, le professeur Abou-Draman Sangaré. Je pense que c'est lui. Et puis il y a un autre qui s'appelait Freedom Neruda. Ils animaient la presse du FPI, qu'on appelait à l'époque La Voix, ou bien Notre Voix. Ça dépend. Mais c'est la presse, là, La Voix, la presse bleue. Ils ont fait un gros titre le lendemain. Les gens sont méchants dans la presse aussi. Hein. Et non, les journalistes sont dangereux. Ils ont écrit ceci. Bédié. Mes amis, je suis tellement... Je me marre tellement quand je pense à cette histoire. Ils ont écrit ceci. Bédié était au stade, le malheur aussi. Voilà la une hein, de la presse. Bédié était au stade, le malheur aussi. Astavroula. Vous comprenez comment les journalistes sont dangereux? Donc ils disent que c'est parce que Bédié est allé au stade. C'est parce que Bédié est allé au stade que la SEC a perdu. Là seulement, le président Bédié était encore au pouvoir. Il a envoyé la gendarmerie attraper le journaliste qui a écrit ça pour le chicoter. Le président Bédié, vraiment, quand il était au pouvoir, là, il n'aimait pas les foutaises. Hein. Il n'aimait pas les foutaises. L'affaire là, à Abidjan, je dis, tu tombais de ta chaise. Le lendemain, à la une, Bédié était au stade. Point. Le malheur aussi. Point. Ça là, ça a coûté une fessée à un journaliste. Tellement il y avait de la nervosité parmi ceux qui avaient perdu. Bon, je fais la parenthèse, je ferme la parenthèse. Moi, je ne suis pas journaliste, donc je ne peux pas dire Macron était au stade et le malheur aussi. Voilà, il ne peut pas dire ça. Déjà, j'ai tellement de problèmes. Je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas dit ça. Hein. C'est juste un souvenir de ce qui s'était dit en Côte d'Ivoire. C'est ça qui me rappelle ce que les Africains pensent. Les Africains pensent que la présence d'Emmanuel Macron a augmenté les ondes négatives sur l'équipe de France et malgré tous les efforts que l'équipe a fournis, des efforts homériques comme les buts extraordinaires de Mbappé, la présence du récupérateur politique sur les gradins n'a pas du tout amusé les mannes ancestrales, les mannes ancestraux de l'Afrique. Ça là, ils n'ont pas aimé. Nos ancêtres n'ont pas aimé ça. Donc moi, je ne dis pas que c'est lui, hein. Je dis que c'est ce que les Africains pensent. Parce que moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux. Sinon, moi-même, je n'ai rien dit. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai rien dit, non? Je dis que je constate que les Africains étaient contents de la défaite uniquement parce que ils en veulent à M. Macron qu'ils accusent, cette fois-là avec raison, de mener une politique africaine défavorable à l'Afrique. Donc, qu'ils soient tristes et frustrés, ce n'est pas quelque chose qui énerve beaucoup les Africains. Ça, c'est vrai. D'où, si on lit les unes, sans doute la presse africaine aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des unes consacrées à expliquer que la défaite de l'équipe de France, c'est la faute à Macron. Pourquoi il y est allé? Pourquoi il est allé tenter une récupération politique? C'est lui qui a porté la poisse aux enfants. Voilà ce que l'Afrique, qui célébrait la défaite, pense. Bon, nous pouvons conclure, puisque je vous ai exprimé le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est qu'au fond, les Africains n'étaient pas très à l'aise avec cette Coupe du Monde, parce qu'elle se déroulait dans un pays dont le statut est ambigu envers le continent africain, le Qatar. D'ailleurs, son statut est ambigu avec la France, et ce pays est maintenant cité dans les hauts faits de corruption de l'Union européenne. C'est un pays qui, avec les pétrodollars, prend plaisir à acheter des pans entiers des économies nationales des autres pays. Première observation. Le Qatar achète tout ce qu'il veut en France, il est en train d'acheter tout ce qu'il veut en Afrique, et il s'est mis même à acheter qui il veut à l'Union européenne. Le scandale qui a éclaté à l'Union européenne, c'est la corruption des hauts dirigeants, des hauts élus de l'Union européenne par le Qatar. Premier point. Les Africains ne sont pas très à l'aise avec ce pays-là parce que le jeu auquel ce pays joue est trouble pour beaucoup d'entre nous. Deuxième raison.
l'attitude du Qatar envers une organisation terroriste, eh bien, très connue en Afrique, qui s'appelle Al-Qaïda. Al-Qaïda a repris le pouvoir en Afghanistan récemment. Et la base arrière d'Al-Qaïda pour négocier son retour au pouvoir, c'était Doha au Qatar. Les Africains ont pris des notes. Que l'organisation Al-Qaïda qui nous attaque en Afrique, qui massacre au Sahel, qui massacre au Burkina, qui massacre au Mali, qui massacre au Niger, qui massacre au Tchad, qui massacre au Nigeria, qui massacre au Cameroun, cette organisation-là, elle peut avoir des bureaux au Qatar pour négocier son retour au pouvoir en Afghanistan. Il faut être fou pour ne pas se demander et ne pas s'interroger sur le rôle du Qatar dans la déstabilisation de l'Afrique. Est-ce que le Qatar ne fait pas partie de ces pays dans le monde qui pensent que les Africains doivent être dans l'instabilité pour qu'eux, ils soient dans la prospérité? Je recommence ma question. Est-ce que le Qatar ne fait pas partie, avec plusieurs puissances occidentales, de ces pays qui, à travers le monde, pensent que les Africains doivent être dans l'instabilité pour que eux, ces pays-là, ils soient dans la prospérité? Quand on voit la voracité avec laquelle le Qatar s'empare des parts de marché public, des pays dans lesquels il met les pieds, on peut, avec raison, penser que le Qatar ne voit pas d'un mauvais œil la déstabilisation de pays dont il veut contrôler les économies. Il y a un business du chaos, il y a un business de l'instabilité, et la destruction de la Libye par l'OTAN, assistée d'Al-Qaïda et de l'État islamique, n'est pas pour rien dans cette économie du chaos, l'économie du désordre, l'économie de guerre. Donc, pour toutes ces raisons-là, la Coupe du Monde qui se déroulait au Qatar, tout en attirant sans doute un certain nombre de masses et d'opinions africaines, a été entourée de beaucoup de suspicions. C'est une Coupe du Monde ambiguë. Et le sentiment ambigu des Africains hier, face à l'équipe de France, a été redoublé par cette ambiguïté même du rôle du Qatar. Bon, mes chers amis, vous étiez plus de 4000 personnes à suivre cette analyse du lundi soir. Vous êtes 2032 ici sur Facebook, vous êtes 2205 ici sur YouTube. J'espère que vous avez partagé cette conversation et qu'à l'issue de celle-ci, vous comprenez mieux l'ambiguïté des Africains. L'ambiguïté des Africains face à la défaite de l'équipe de France. Les Africains, d'un côté, se sont réjouis de cette défaite. Et de l'autre, les Africains ont pleuré avec les Africains de l'équipe de France. Car, en effet, lors des Premières et Deuxième Guerres mondiales, ce sont encore des Africains, abusivement appelés tirailleurs sénégalais, qui ont combattu pour la liberté et la joie de la France. Et oui, en regardant la finale d'hier, nous revoyons nos ancêtres, les anciens combattants, à l'œuvre pour donner à la France la victoire. Et nous anticipions déjà sur la monnaie de singe dans laquelle seront remboursés ceux-là qui, précisément, avec le fond du cœur, avec amour, apportent à la France quelques-unes de ses pages les plus glorieuses. L'Afrique a apporté à la France 2 fois la libération, lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde. L'Afrique lui a apporté, bon an, mal an, bon gré, mal gré, ses matières premières pour en faire la puissance industrielle qu'elle est aujourd'hui. L'Afrique lui a servi de base arrière et de coussin pour son influence géopolitique et son positionnement comme grande puissance au club des very few, des 5 grandes puissances permanentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Africains estiment, à travers l'Afrique et dans toutes les diasporas, que ce temps est terminé, que l'heure de la récupération de la souveraineté africaine a sonné. Et cela passe par le fait que les Africains veuillent que la souveraineté de l'Afrique soit respectée et que cette souveraineté respectée de l'Afrique continentale déteigne sur la respectabilité de tous les Africains sur tous les continents. Car il n'y aura plus de George Floyd quand l'Afrique sera une grande puissance. Quand la Fédération des États-Unis d'Afrique sera debout, il n'y aura plus de George Floyd à travers le monde. Plus personne n'osera poser son genou sur le cou d'un Africain en étant certain d'une impunité lorsque l'Afrique sera une grande puissance. C'est à cela que nous travaillons. Par-delà les matchs de football, par-delà les circonstances, nous œuvrons pour transmettre
une puissance africaine qui libère l'Africaine et l'Africain sur tous les continents du mépris multiséculaire, le mépris négrier raciste, le mépris colonialiste, le mépris néocolonialiste et impérialiste. Tout cela va tomber. Et donc je conclus en disant, à la manière des Ivoiriens, Yako aux joueurs de l'équipe de France. Yako, à chacun, à chacune d'entre eux, à chacun d'entre eux, les défaites ne sont pas faciles. Mais nous leur conseillons d'appliquer le conseil de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, j'apprends toujours ». Quant à ceux qui pensent que le sentiment anti-français est un sentiment aveugle, qu'ils en profitent pour voir que l'Afrique n'est pas aveugle dans son rapport à la France. Il arrive, encore et même souvent, aux Africains d'avoir de la compassion pour ce qui est français. Mais dans la mesure où ce qui est français respecte l'Afrique. Car c'est notre précepte fondamental sur le continent. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Je le dis une deuxième fois. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Et je le dis une troisième fois. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Voilà le chemin de l'Afrique des libertés. Et voilà pourquoi j'ai voulu vraiment partager avec vous mes impressions après avoir regardé l'ambiguïté des Africains. Je comprends cette ambiguïté, je l'assume moi-même, car j'ai eu à la fois de la compassion pour les joueurs de l'équipe de France, ces brillants footballeurs africains qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. J'ai eu beaucoup d'admiration pour la loyauté avec laquelle ils ont joué à fond leur match. Mais en même temps, je comprends que l'opinion africaine, ayant vu l'homme politique Emmanuel Macron à l'affût pour récupérer la victoire et se moquer, une fois de plus, indirectement de l'Afrique, je comprends que l'opinion africaine est rigolée. Quand le film est triste, ça me fait rigoler. Quand le film est triste, ça me fait rigoler. Dans les films des Blancs, l'acteur ne meurt pas. Dans les films des Blancs, l'acteur ne meurt pas. C'est une reprise du grand comédien camerounais et Cindy Minja. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais c'est à lui que je dois cette reprise intéressante de ce morceau. C'est lui qui a chanté. C'est lui qui a chanté ça. Portez-vous bien, mes amis. Bonne soirée, bonne semaine. Bonne semaine. Soyez bénis. Excellente semaine du 19 décembre 2022 à travers le monde. Bonne fête de fin d'année à chacune et à chacun d'entre vous. Soyez bénis. C'est Mama Africa. Elle chante Assimi Goïta. Ma sœur bien-aimée Aïcha Koné, je suis au courant des bavardages, de l'éperdu Afou Keïta à ton sujet. Mais Afou Keïta, j'ai son macabo. Je ne lui réponds pas encore parce que moi, quand j'arrive, c'est pour appliquer un médicament définitif. Ma sœur bien-aimée, ma grande sœur bien-aimée, la Mama Africa Aïcha Koné, je suis au courant des foutaises d'Afou Keïta, mais je ne lui réponds pas encore parce que moi, quand je vais lui répondre, Allah billahi talai. Ça va être chaud bouillant. Je ne réponds pas encore à Afou Keïta qui provoque notre grande sœur bien-aimée, la Mama Africa Aïcha Koné. Moi, je ne suis pas encore entré dedans. Voilà, et quand je vais entrer dedans,
C'est comme un éléphant dans un palais de porcelaine. Je ne dis rien pour le moment. Afou Keita, je suis là, je la regarde. Nous qui avons fermé la bouche à des gens comme Kandia, c'est toi Afou qui viens. Et bien qui s'est passé, on a fermé sa bouche, c'est toi Afou qui viens. Moi je ne dis rien pour le moment. Faut continuer. Voilà Aïcha Kone qui est là. Quand je vais venir sur toi, faut demander à Makoso. Quand des malappris exagèrent, parfois je me concentre un peu sur eux. Et ils s'en souviendront pour toujours. Assimi Goïta. Bonne fête de fin d'année, mes amis. Soyez bénis. À vous là, il n'y aura même pas sauce pour la manger. Elle sera mangée sans sauce. Félicitations aux grands joueurs, aux grands footballeurs de l'équipe de France. Et en même temps, félicitations au peuple africain qui sait très bien à qui il a affaire et qui ne partage pas des lauriers inutilement. Portez-vous bien, mes amis. Que la grâce du Tout-Puissant se déverse dans vos foyers. Que la grâce du Tout-Puissant se déverse dans vos foyers. Et que jamais la joie ne quitte le fond de votre âme, malgré les épreuves et la méchanceté des êtres humains. Tout l'on fait hier.